Vie féminine, en fait, naît des ligues ouvrières féminines chrétiennes. Les ligues, pour comprendre un peu comment le mouvement s'organise et se structure, peut-être qu'on peut décortiquer un peu cette appellation et s'interroger déjà, qu'est-ce qu'une ligue? Une ligue, c'est un groupement de femmes. Alors, au XXe siècle, il y a des ligues de femmes un peu partout en Belgique, en Flandre tant qu'en Wallonie, mais ces ligues de femmes ne forment pas un mouvement en tant que tel. Elles sont éparpillées, elles ont leurs propres activités, leurs propres actions, et elles fonctionnent de manière autonome. Elles ne sont pas toutes seules. Les ligues ouvrières féminines chrétiennes font partie des œuvres sociales féminines chrétiennes qui sont dirigées par un secrétariat général présidé par Victoire Cap et Maria Bars. Peut-être que ce nom évoque des choses. Et aux côtés des ligues de femmes, au sein des œuvres sociales, on retrouve les cercles d'études féminins, les écoles sociales, les mutualités féminines et aussi, bien sûr, les syndicats féminins. Ces ligues de femmes ont leur propre vie et la Première Guerre mondiale se passe. Et au sortir de la guerre, en fait, un grand nombre d'hommes vont réintégrer les postes qu'ils avaient dans les entreprises, dans les usines, postes qui avaient été occupés pendant la guerre par des femmes. En plus de cela, les syndicats féminins qui avaient beaucoup de pouvoir, de puissance avant la Première Guerre mondiale vont perdre cette influence. Ils vont être réintégrés dans les syndicats masculins. Le niveau de vie aussi au sortir de la guerre est difficile et donc il y a des besoins économiques et des besoins sociaux qui sont là et il faut y répondre. Et le secrétariat général se rend compte qu'en fait, ils sont passés un peu... il y a un public qui est passé sur leur radar et ce public, c'est celui des femmes de la classe ouvrière. Alors on entend par là les épouses, les mères de famille, les jeunes filles, donc, qui font partie de la classe ouvrière. Le secrétariat général décide de mettre en place une fédération nationale de toutes ces ligues de femmes et c'est comme ça que la Fédération nationale des ligues ouvrières féminines chrétiennes est créée en 1920 et l'initiative est applaudie le 4 et 5 septembre 1921 à l'occasion du congrès des OSFC. Alors voilà, ça c'était pour la ligue ouvrière. Alors il faut dire que ouvrière, ça n'en a que le nom, on va dire, au début, puisque le public des ligues de femmes est beaucoup plus large que la classe ouvrière. Premièrement, les ligues sont créées par les bourgeoises et les aristocrates philanthropes, aidés souvent par le curé et le vicaire de la paroisse. Donc on est loin de la classe ouvrière. Et en plus de cela, il n'y a pas que les épouses, les mères et les jeunes filles de la classe ouvrière, il y a aussi les épouses de petits indépendants, de bourgeois, de petits artisans, d'employés. Donc c'est beaucoup plus large que la classe ouvrière. Et ce n'est qu'à partir des années 1930 que les LOFC vont vraiment recentrer leur attention sur le public des femmes de la classe ouvrière. Alors les ligues ouvrières sont aussi féminines. Bon, évidemment, elles ont créé un mouvement de femmes, un mouvement qui n'existait pas. Les femmes de la classe ouvrière n'avaient pas de mouvement en tant que tel. Et donc, elles vont créer cet espace. Ça les arrange bien d'ailleurs parce qu'elles se sont rendues compte que lorsqu'elles faisaient partie d'organismes mixtes, eh bien, elles n'avaient pas souvent voix au chapitre, on ne leur donnait pas souvent la parole. Et donc, du coup, elles vont créer cet espace pour répondre aux besoins spécifiques des femmes de la classe ouvrière. Alors, les besoins sociaux, par exemple, elles vont mettre en place des cours ménagers. Elles vont faire des conférences. Elles vont participer, elles vont aussi répondre à des besoins économiques. On l'a dit tout à l'heure, le niveau de vie n'est pas forcément très élevé au sortir de la guerre. Et donc, du coup, elles vont faire en sorte que les ligueuses deviennent des coopératrices. Elles vont aussi mettre en place des achats en commun. Je pense que c'est la première secrétaire nationale de la section francophone de la Fédération nationale, Angéline Japson, qui va mettre en place la vente de poissons frais. Alors le poisson frais, en fait, c'est un aliment qui est réservé aux personnes qui ont de l'argent au sortir de la guerre.
et en faisant appel à un grossiste. Donc elle met en place des achats de gros de poissons, et ainsi toutes les femmes de la Ligue ouvrière féminine, des ligues ouvrières féminines chrétiennes, pourront avoir accès aux poissons. Donc voilà. Et donc Ligue ouvrière féminine chrétienne, puisque au sortir de la Première Guerre mondiale, la société se divise en 3 piliers: le pilier libéral, le pilier socialiste et le pilier chrétien. Donc les ligues ouvrières féminines chrétiennes font partie du mouvement ouvrier chrétien, qui fait partie de ce pilier. En fait, toute l'action, toutes leurs activités, toutes leurs actions sont empreintes de valeurs chrétiennes, et un aumônier est là en tant que conseiller moral pour les aider et pour faire en sorte que toutes leurs actions se fassent avec les valeurs chrétiennes. Voilà pour l'explication des ligues ouvrières féminines chrétiennes. Merci beaucoup, c'est une superbe entrée en matière. Donc oui, on peut dire en fait que dès le début, dès leur création, les LOFC ont toujours eu ce souci de s'intéresser à leur base et de prendre en compte leur avis. Au départ, donc juste au sortir de la guerre, il faut bien se rendre compte que le mouvement est en organisation. Donc c'est à ce moment-là qu'il se structure. Donc on a quand même une forte descendance au niveau des décisions et des avis. Mais il n'empêche, les ligues vont prendre dès le départ le parti de toujours faire appel à leur base. Elles se rendent compte aussi que les ligues de femmes ont été des ligues assez autonomes et que ça ne sert à rien d'aller à leur rencontre et d'être en contradiction avec ce que les ligues de femmes connaissent. Et donc, bien sûr, il va y avoir l'organisation d'excursions, de goûters, de pèlerinages. Mais les ligues vont aussi s'intéresser à leurs besoins, aux besoins des ligues, aux besoins économiques et aux besoins sociaux. Elles vont toujours avoir l'intérêt de la région, de la localité. Pour prendre un exemple concret, quand elles vont mettre en place les cours féminins, les cours ménagers, pardon, eh bien en fait l'offre de ces cours va être différente d'une localité à l'autre. C'est-à-dire que dans des régions semi-rurales et semi-industrielles, on va plutôt proposer des cours d'aviculture, des cours de laiterie, parce que ce qui intéresse les femmes de cette localité-là, c'est de savoir comment traire une vache et comment élever des poules, ce qui ne se passe pas forcément dans une ligue de Bruxelles. Donc il y a toujours cet intérêt d'aller vers le régional et d'aller vers la localité, mais au-delà de ça, les ligues vont mettre en place beaucoup d'outils pour être en contact direct et pour avoir l'avis des ligues. Et l'outil qui est le plus emblématique et qui sont encore des outils qui existent à l'heure actuelle, c'est l'enquête. L'enquête, les ligues des femmes vont en faire beaucoup, pour beaucoup de thématiques. Elles vont par exemple se renseigner sur les conditions de travail des femmes dans les usines. Elles vont enquêter sur la fonction de maman et la fonction d'éducatrice de la mère. Donc voilà, il y a vraiment un panel d'enquêtes. Alors cette enquête, elle prend plusieurs formes. Alors, soit c'est la sectionnaire qui a en charge un quartier, une rue, et qui prend sa pile de journaux et qui distribue les journaux de la Ligue des femmes chez chaque affilié. Et au moment où elle rencontre l'affilié, eh bien, elle a une série de questions. Elle remplit son questionnaire et elle le renvoie au secrétariat régional ou à la fédération nationale. Soit ça peut être aussi sous forme de concours. Dans le journal de la Ligue des femmes, il y a parfois des concours et c'est sous forme de questions. Pour savoir par exemple comment la femme vit dans sa commune, dans sa cité, voilà. Et donc l'enquête en fait va devenir un outil d'émancipation pour ces femmes parce que les sectionnaires et puis les ligueuses vont s'en emparer et vont se conscientiser aussi. Elles vont comprendre les problèmes qui se posent à ce moment-là et elles vont pouvoir réagir. Et entrer en action. En fait, les enquêtes, c'est un outil que Victoire Kapp utilisait déjà et qui est repris dans la méthode très connue de l'abbé Cardaigne, c'est le fameux voir, juger, agir. Donc voilà, donc, l'enquête fait vraiment partie des outils que les ligues vont utiliser. On peut aussi citer le journal.
dont on a déjà parlé, le journal La Ligue des femmes, fait le lien en permanence entre le secrétariat national et les localités. D'ailleurs, à l'intérieur du journal, on trouve une rubrique qui s'appelle la chronique des ligues. Et dans cette chronique, en fait, les ligues vont pouvoir expliquer toutes leurs activités, toutes leurs actions. Au-delà de ça, on ne peut pas parler vraiment d'outils, mais on peut dire que la sectionnaire va vraiment prendre de l'importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'auparavant, le mouvement était, je l'ai dit, mis en place par des femmes philanthropes avec les moyens. Et dans les années 30, cet aspect des choses va être pris en compte par les sectionnaires. Donc, c'est-à-dire que ce sont des femmes de la classe ouvrière qui vont s'emparer de leur mouvement et qui vont le faire vivre. Donc la sectionnaire va avoir vraiment un rôle de plus en plus important et elle va être formée pour ça. On va lui donner des méthodes, des outils. Elle va être aidée par exemple par le bulletin des ligues, donc un petit journal qui l'aide à comment organiser une réunion, comment choisir tel ou tel sujet, quelles sont les thématiques importantes à aborder, etc., etc. Et puis alors évidemment, je pense que le mouvement de vie féminine n'aurait pas de sens sans ces services. Et ce sont les services qui vont beaucoup se développer dans les années 30 et qui sont le lien en fait entre les ligueuses et les institutions régionales et nationales. Et là, les services, ils répondent à tous les besoins économiques et sociaux du moment et envisagent même les formations dans une certaine mesure. Voilà. Merci. Dans les années 20, je l'ai dit tout à l'heure, le public, ce sont surtout les femmes de la classe ouvrière, les épouses, les mamans, les jeunes filles. Et pour en donner un exemple, en 1934, se pose la question de la législation du travail salarié de la femme mariée. Il faut dire qu'au niveau du gouvernement belge, on est plutôt d'accord pour une politique nataliste, donc c'est-à-dire qu'on soutient la famille. On veut des familles nombreuses, la guerre a fait beaucoup de dégâts, les conditions de vie sont difficiles, comme je le disais, les conditions de travail dans les usines ne sont pas les meilleures, on va dire, surtout pour les femmes. Et on réfléchit à ce qui est mieux pour la femme ouvrière. Les ligues prennent une décision, une prise de position assez tranchée, c'est qu'elles vont soutenir les femmes au foyer, les mères de famille, les épouses. Et à l'inverse, vont se détacher un peu des travailleuses. Elles vont d'ailleurs lancer, comme je l'ai dit, une enquête pour savoir exactement comment se passe le travail féminin dans les usines. Et elles se rendent compte en fait que dans certains endroits, les conditions de travail sont vraiment déplorables. Et tous ces éléments mis les uns à la suite des autres font qu'elles prennent position et qu'elles décident de suivre en fait la proposition de loi que Maria Barth et le père Rutten avaient lancée et de dire que le travail salarié de la femme mariée, s'il ne doit pas être interdit, doit être fortement limité. Donc elles vont aussi à ce moment-là, le féminisme chrétien qui est mis en place par Louise Van de Place va vraiment se détacher un peu des ligues ouvrières féminines chrétiennes. Il n'empêche, elles gardent leur position, mais elles nuancent quand même. J'ai trouvé ça dans la Ligue des femmes, justement. Dans un article, elles disent « Est-ce que nous allons tourner le dos à ces travailleuses ?» Alors, parce que nous prônons justement le retour de la mère au foyer, de la femme au foyer, eh bien non, les travailleuses seront toujours les bienvenues dans notre mouvement et nous continuerons à les soutenir. Elles ont des besoins également. Il faut dire qu'à ce moment-là, les LOFC prônent davantage la vie de famille. Elles ont vraiment cette attention dans les années 30, c'est la famille. Donc elles vont
plutôt prôné les allocations familiales, le vote familial, le fait que la femme puisse participer au budget et prendre des décisions importantes avec son mari, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et puis je laisse la parole à Amélie pour la suite. Donc voilà, pour continuer à répondre à ta question, on va quitter la période de l'entre-deux-guerres pour arriver à la période de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, au lendemain de cette guerre, la préoccupation des ligues reste la femme au foyer. Donc elles ont toujours ces conceptions sociales et catholiques que la mère est vraiment le ciment de la famille, que c'est elle qui est la garante de la stabilité et de la moralité du foyer. Et les ligues sont aussi convaincus que c'est au sein du foyer que les femmes vont pouvoir trouver leur épanouissement. Et donc, au lendemain de la guerre, les ligues vont vraiment mettre l'accent pour revendiquer le fait que les familles doivent disposer d'un revenu suffisant pour vivre et s'épanouir. Et donc leurs grandes revendications vont être l'augmentation du salaire du mari, l'augmentation des allocations familiales et la création d'une allocation pour la mère au foyer. Et pour les mêmes raisons qu'avant-guerre, c'est aussi parce que les conditions de travail dans les usines sont extrêmement pénibles que les ligues ont cette optique de faire quitter les femmes, enfin de faire en sorte que les femmes retournent au foyer. Cette revendication porte d'autant plus qu'elle trouve écho dans la société, parce que, à l'image de ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, on est de nouveau dans une politique nataliste. Et on veut que les hommes retournent au travail, et donc il faut laisser la place et que les femmes quittent le milieu du travail. Et donc cette allocation pour la mère au foyer va être octroyée en 1949. Elle va être octroyée aux femmes qui restent au foyer. Mais c'est une allocation qui ne va pas rester longtemps dans le temps. Et déjà en mars 1955, le Premier ministre socialiste Achille Van Acker fait une annonce disant qu'il envisage de diminuer cette allocation pour la mère au foyer. Alors, ni une ni deux, les ligues et leurs consoeurs flamandes de la KAV vont se réunir pour décider de faire une action. Ensemble avec leurs délégués, qui représentent près de 800 femmes, elles vont rédiger une lettre et elles décident d'aller la déposer le jour même, rue de la Loi, dans les bureaux du Premier ministre. Donc il s'agit d'une manifestation qui se déroule dans la zone neutre et qui n'est pas autorisée parce qu'elle n'a pas été annoncée. Donc la police intervient, il y a 4 arrestations, c'est quand même un gros événement à ce moment-là. Mais néanmoins, le Premier ministre accepte de rencontrer les 2 présidentes, donc celle de la Ligue et celle de la KAV. Pour cette année-là, en 1955, l'allocation va être préservée, mais elle disparaît en 1957. Donc la mesure est annulée. Et les ligues, cette année 1957 constitue vraiment un tournant aussi pour les ligues parce qu'elles vont commencer à se tourner vers d'autres enjeux, de nouveaux combats, et vont commencer de plus en plus à laisser place à la femme travailleuse dans leurs réflexions. Parce que comme l'a dit Anne-Lise jusque-là, quand il s'agissait de parler des femmes salariées, comme elle disait, elles étaient plutôt dans l'optique d'encourager leurs membres à être compréhensives envers ces femmes qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour vivre, et elles encourageaient leurs membres à motiver ces femmes, si elles en avaient la possibilité financière, de retourner vers leur foyer. Mais à partir des années 60, les choses ont commencé à changer radicalement. Déjà parce que la condition des femmes a évolué. Elles peuvent faire des études beaucoup plus longtemps. Le choix de formation s'est vraiment élargi. Les métiers auxquels elles peuvent accéder se diversifient. Et donc le travail commence à être une donnée de plus en plus importante dans la vie des femmes. Et donc elles peuvent accéder aussi à des emplois plus rémunérateurs et plus valorisés. Et donc au sein du mouvement et parmi les dirigeantes du mouvement, il y a une tendance de plus en plus forte qui considère qu'on doit prendre en compte ces nouvelles réalités des femmes. Et donc elles en sont là dans ces réflexions quand éclate en 1966 la grève des ouvrières de la fabrique nationale d'Herstal. Et donc ces ouvrières se mettent en grève parce qu'elles demandent une augmentation salariale. Elles ne veulent plus que leur salaire soit considéré comme un salaire d'appoint pour le mari.
Et elles vont rapidement porter le slogan « à travail égal, salaire égal ». Alors comment vont réagir les ligues face à cet événement parce que à peine 10 ans plus tôt, elles étaient dans la rue pour manifester pour l'allocation de la mère au foyer. Alors les ligues vont réagir sur deux niveaux, à la fois à l'externe et à l'interne. Alors au niveau externe, elles vont se positionner franchement pour soutenir les grévistes. Donc elles vont participer à leurs assemblées, elles vont soutenir le comité de grève, elles vont faire campagne auprès de leurs membres pour récolter des fonds et soutenir la caisse de grève. Elles soutiennent les revendications des grévistes pour l'augmentation de salaire ainsi que le slogan « à travail égal, salaire égal ». Et le mouvement participe à la manifestation du 25 avril 66 et des dirigeantes vont même y prendre la parole pour soutenir les grévistes. Et donc ça, c'est la position à l'externe. Mais à l'interne, les choses ne se passent peut-être pas aussi, de manière aussi fluide, parce que parmi les membres de Vie féminine, il y en a encore beaucoup qui sont convaincus que la place de la femme n'est pas au travail, mais est au foyer. Et d'autant plus que certaines, dans la région d'Herstal, voient leur mari mis au chômage en raison de la grève des femmes de la FN. Donc ni une ni deux, la Fédération nationale et les fédérations régionales se mobilisent pour aller dans les sections, pour aller discuter avec les membres et pour discuter autour de cette importance de défendre aussi les droits des travailleuses et l'amélioration des conditions de travail des femmes. Voilà un premier temps de changement pour les ligues. Oui, on voit vraiment qu'à travers l'histoire de Vie féminine, on touche à l'histoire des femmes en Belgique et à l'histoire des femmes de la classe ouvrière. Et il y a plein de changements dans les années 60 dans la vie des femmes. Pour répondre à cette question, on peut se pencher sur les grands chantiers internes que lance Vie féminine dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, elles vont commencer à spécialiser leur action pour être plus proches du vécu des femmes. Alors la première action spécialisée qu'elles vont lancer, c'est l'action Jeunes Femmes, qui s'adresse aux jeunes épouses, aux futures épouses aussi, et aux jeunes mères. Et l'action est vraiment un espace qui leur est spécialement dédié. Donc sur base du programme qui est élaboré et pensé par les fédérations nationales et régionales, elles vont, construire leur propre programme, leurs propres animations, et vont aussi décider lors de leurs activités de sujets qu'elles voudraient aborder et qui les concernent directement. Et donc, grâce à cette relative autonomie dont elles disposent, les jeunes femmes peuvent aborder des thématiques assez novatrices qui vont aussi inspirer les ligues au cours de leur histoire. Et donc, au départ, les thématiques que l'action Jeunes Femmes aborde concernent essentiellement la maternité, le foyer, le mariage, l'écoute du mari. Et puis, avec l'évolution des mentalités, elles vont commencer à faire des animations autour du bien-être relationnel, affectif et sexuel des femmes au sein de leur couple. En 65, par exemple, l'action Jeunes Femmes va faire une campagne intitulée Équilibre et sexualité et qui aborde ces thématiques-là. En parallèle, une autre action va se développer parce que les fédérations régionales et nationales constatent que l'action Jeunes Femmes crée un petit déséquilibre au sein des ligues, puisque les jeunes femmes sont tellement bien dans leurs activités où elles ont une certaine autonomie qu'elles se rendent moins spontanément dans les ligues locales. Et de leur côté, au sein des ligues locales, il y a beaucoup de femmes plus âgées qui ne se sentent pas très à l'aise avec ces jeunes femmes qui arrivent et qui bousculent un peu les habitudes du mouvement. Et c'est une époque aussi où les différences générationnelles sont assez marquées, puisque on a une génération plus ancienne qui a vécu la guerre et les privations, et une jeune génération qui est en train d'arriver et qui, elle, rentre de plein pied dans la société de consommation, et qui est plus instruite et qui a donc plus de possibilités d'opportunités d'emploi ou professionnelles. Et donc en 58, les fédérations nationales et régionales vont lancer l'action 3x20. Et donc cette action est construite un peu à l'image de l'action Jeunes Femmes, avec donc leur propre programme, leurs propres activités. Et alors cette action est d'autant plus importante à mettre en place qu'elle répond aussi à un besoin qui existe sur le terrain, parce que les fédérations nationales et régionales constatent que de plus en plus de groupes de 3x20 se réunissent spontanément au sein des ligues pour pouvoir discuter entre elles. Donc les fédérations lancent cette action 3x20.
Et au départ, l'action 3x20 aborde des thématiques qui sont essentiellement pratico-pratiques. Elle parle de diététique, de travail de la mémoire, comment être grand-mère avec la nouvelle génération, comment se déplacer dans les centres urbains. Et puis progressivement, les animations proposées vont plus se plonger dans l'intime de la vieillesse et aborder des thématiques comme la fin de vie, comme l'isolement. Encore en parallèle, il y a une autre action qui se développe au lendemain de la guerre, et là plus à l'initiative vraiment des régionales. Dans les régionales de Liège, Mons et Charleroi, on va voir se développer énormément d'activités à destination des épouses des travailleurs italiens. Parce que les familles italiennes arrivent en masse suite à les accords de charbon entre la Belgique et l'Italie, donc un échange entre charbon et travailleurs. Et donc ces ligues se mobilisent pour accompagner les épouses des travailleurs italiens. Donc elles organisent des cours de coupe, de couture, des cours de cuisine. Elles publient un journal en italien et elles font aussi campagne contre le logement insalubre parce que beaucoup de ces familles italiennes sont très mal logées à leur arrivée en Belgique. Et c'est vers la fin des années 60 que cette action immigrée va se structurer au niveau de la nationale et aussi à l'image de l'action 3x20 et de l'action Jeunes Femmes avec leurs propres programmes, etc. À la fin des années 60, une nouvelle action va émerger et est vraiment révélatrice du tournant que prennent les ligues à ce moment-là. Il s'agit de l'action Femmes autonomes. Elle émerge en 67 à la Fédération de Liège, où des femmes isolées et divorcées convainquent les ligues de s'intéresser aux femmes séparées. Donc elles créent un petit groupe qui s'appelle Femmes isolées, qu'elles vont rapidement appeler Femmes autonomes. Et avec cette action, les ligues, en développant et en construisant et en structurant cette action, les ligues vont pouvoir agir sur deux niveaux. Donc au niveau interne d'abord, elles vont pouvoir rappeler à beaucoup de leurs membres, leur faire découvrir que en étant au foyer, elles sont peut-être sans le savoir dans une situation de vulnérabilité, parce que du jour au lendemain, elles peuvent potentiellement se retrouver sans rien. Et les ligues vont aussi agir au niveau politique, puisqu'elles vont revendiquer le droit pour les femmes divorcées d'obtenir des créances alimentaires auprès d'un organisme public si l'ex-mari ne les paye pas, ce qui évite de devoir faire des actions systématiques en justice. Et enfin, il y a une dernière action-service que j'ai identifiée, qui s'appelle l'action consommation. On voit que la question, on a pu voir avec l'intervention d'Annelise, que les thématiques liées à la consommation préoccupent beaucoup les ligues depuis toujours. Petit à petit, cette action va se structurer. Au départ, elle va toujours aborder la question du diminuer le coût d'achat pour le ménage, etc. Et puis petit à petit, les thématiques vont se tourner vers l'information correcte des consommatrices concernant le prix, la qualité, et donc de devenir des consommatrices critiques. En 59, donc le Conseil des ménagères est créé et devient rapidement le Conseil des acheteuses. Il va organiser des formations auprès des ligueuses. Il va aussi réaliser des études, des enquêtes, et petit à petit, de nouvelles réflexions vont émerger au sein de cette action. Des réflexions autour de l'environnement, de la consommation solidaire avec les petits producteurs d'ici et d'ailleurs. Et donc on voit un peu au travers la description de ces publics via les actions avec aussi les réflexions autour des femmes travailleuses pendant cette période-là, que les ligues sont vraiment en bouillonnement et en train de se réorienter. Et en 69, les ligues vont consacrer tous ces changements en changeant leur nom. Parce que pour reprendre le descriptif, comme l'a fait Annelise en introduction, le mot ligue ne leur convient plus. C'est trop négatif, ça fait très on se ligue contre, et puis ça fait vieillot. Le mot ouvrière, elles se rendent bien compte, ça correspond de moins en moins à une réalité, puisque les femmes ont de plus en plus d'opportunités professionnelles. Le mot féminine, elles y tiennent beaucoup, donc celui-là n'est pas discuté. Et le mot chrétienne, elles y tiennent aussi, mais elles ne veulent plus l'avoir dans le titre, elles ne veulent plus l'afficher comme première vitrine du mouvement. Et donc, elles réfléchissent à un nom, et finalement, elles se rendent compte qu'elles ont un journal qui a un très beau nom, qui s'appelle Vie féminine, et que ça leur plaisait bien, et c'est comme ça qu'en 69, Vie féminine, les ligues ouvrières féminines chrétiennes deviennent Vie féminine. Merci beaucoup. Donc là, on est au tournant des années 70 et on arrive petit à petit à la fin de notre entretien.
Dans ma recherche, c'est une période que je commence à aborder, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en revenant sur les actions spécialisées, on peut voir que les thématiques qui mobilisent vie féminine on peut déjà voir quelques thématiques qui mobilisent vie féminine durant cette période, donc les créances alimentaires, l'environnement, l'épanouissement des femmes au sein de leur couple. Et donc toutes ces mobilisations amènent les membres de Vie féminine à prendre position sur des thématiques sociales et féminines, où la dimension chrétienne s'atténue peu à peu pour être remplacée progressivement par des valeurs humanistes. C'est quelque chose qui sera fort en jeu dans tous les débats internes autour de la question de l'avortement. Et donc, à la fin des années 80, au sortir de toutes ces mobilisations, Vie féminine décide de faire un temps d'arrêt, de s'interroger sur ses valeurs, sur ses projets, sur ses revendications principales. Et donc, Vie féminine entame à nouveau un processus de réflexion sur les orientations à venir, vers où elles veulent aller. Et donc dans l'état de mes recherches, ça mène à 3 grands événements clés. Donc le changement de nom du magazine Vie féminine qui devient Axel en 1998. Il y a la participation à la Marche mondiale des femmes en 2000 et il y a le congrès de 2001 qui consacre le tournant féministe du mouvement. Et tout ça sera à découvrir dans l'ouvrage à paraître. Merci beaucoup pour cet entretien riche et passionnant et on a hâte vraiment, comme tu le dis, de découvrir ce livre qui, je le rappelle, va sortir en octobre 2021. Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant.